Comment et pourquoi des esquisses, des travaux préparatoires à des œuvres majeures et achevées, des dessins parfois griffonnés dans un coin de feuille, qui n'avaient pas vocation à être exposés, peuvent s'ériger en des petits chefs-d'œuvre sans rien revendiquer. Tel est le miracle, le mystère des dessins de la Renaissance. La Fondation Custodia à Paris présente une sélection de l'exceptionnel ensemble de dessins des maîtres italiens des XVe et XVIe siècles du musée Städel de Francfort. Une collection construite au fil du temps, qui donne l'occasion unique de découvrir près de 90 chefs-d'œuvre de Raphaël, Titien, Michel-Ange ou encore de Corrège. Une génération d'artistes dont le travail véritablement novateur aura une influence déterminante sur l'intégralité de cette période. Esquisses, études, dessins préparatoires, cartons deviennent des œuvres autonomes et permettent de prendre conscience que le dessin doit être conçu comme la genèse de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. Les dessins au début, on voit ça tout au début, sont souvent sur des cartons, sur des papiers coloriés et ce sont des figures isolées souvent. Alors ce sont des feuilles. Et les artistes comme Ghirlandaio et Filippino Lippi, ils ont fait des tableaux ou des fresques. Ils ont toujours utilisé ces dessins qui ont été essayés, étudiés par eux au début de leur carrière. Ça a été pas énormément de composition complexe. Et dans le développement de la Renaissance, on voit une intensité là. Ça devient plus complexe, plus composé, plus pensé. Et ça, on voit vraiment bien dans l'exposition. La figure humaine est prédominante, on voit ça partout, mais dans toutes sortes de variations et d'idéaux de style. Par exemple, il y a Parmigianino qui a ses figures élongées, et ça c'était son idéal. Il y a des dessins préparatoires pour le Duomo di Parma de Correggio, c'est un autre idéal. C'est bien de voir toutes ces variétés. La plupart des dessins sont empreints d'une idiosyncrasie particulière, une forte volonté d'affirmer particularisme et singularité que l'on retrouve chez les plus grands artistes. On voit ça avec Titien, Sebastiano del Piombo, sont des figures différentes. L'envie était de créer des figures qui étaient propres pour les mains de tel ou tel artiste. Le plus souvent, ces œuvres préparatoires deviendront des peintures abordant les thématiques populaires de l'époque, dans laquelle on retrouve des scènes de martyrs et des références à la mythologie. Il y a aussi des sujets très spéciaux. Ce que nous avons sélectionné pour l'affiche, par exemple, c'est un dessin de Pontormo, un artiste qui a fait une énorme fureur après la Seconde Guerre mondiale avec des grandes expositions. Il y a un dessin formidable là. Ce sont deux hommes nus qui sont ensemble, un peu gays si on veut. Ils se touchent et ils regardent dans un miroir et cet regard est très intensif. Alors ils regardent là et l'intention me paraît d'être « est-ce que ça te plaît encore ce que tu vois là ?» Ce sont des hommes mi-âgés et on voit ça. Et pour moi, c'est proverbial de ce qu'on veut faire avec une exposition comme ça, faire attention à être 100% avec les jeux dans les dessins et réexpérimenter cet idéal du dessin du XVIe siècle. Sur le plan technique, les supports sont d'une richesse exceptionnelle, car déjà au XVIe siècle, celle-ci est très variée. Il y a des dessinateurs qui aiment bien que le fond est un peu colorié et qui commencent là avec les lignes et après ils prennent de l'encre ou de l'encre lavée et ça c'est un peu à la peinture. Et il y a des autres qui sont hyper linéaires où on voit vraiment les contours de figures et il n'y a pas de jeu avec ça. Les lignes claires doivent être claires. Et on voit ça par exemple par excellence dans Raphaël, qui était fameux pour ça aussi. Mais il y a aussi des artistes qui font plutôt peinture, lavée et moins de contours. Bien que la plupart des dessins présentés ne soient pas des œuvres d'art à part entière, ils finissent par le devenir, parfois même dans les moindres détails. Le but de dessiner, c'est d'explorer avec les formes, avec les compositions, et beaucoup de dessins sont liés à des œuvres, ils sont vraiment préparatoires. Alors pour l'artiste, probablement,
ils ont perdu leur fonction après l'exécution d'une fresque ou d'un grand tableau. Quand même, il y a aussi des dessins qui sont très achevés, et je suis sûr qu'il y a des dessins qui ont été faits pour le marché déjà, à cette époque-là. Il y a une lettre de quelqu'un à Michel-Ange qui dit « Je veux avoir quelque chose de votre main ». Et alors, ce n'était pas une sculpture et pas un grand tableau non plus, mais c'était un dessin. Si dans l'art italien de la Renaissance, la figure humaine et la complexité de ses courbes et zones d'ombre sont au centre de l'intérêt de l'artiste, il lui est souvent demandé de savoir peindre à des échelles nécessitant de recourir aux techniques de la mise au carreau et du clair-obscur. Mettre quelque chose en carreau, ça veut dire pour l'agrandir. Dans une fresque, on peut faire des carreaux sur les murs et on peut élargir les figures. Le cas le plus spécial, c'est la couverture du catalogue, le Correggio. C'est une prophète qui a été peinte, je pense, avec une taille de 3 mètres de longueur. Alors, il y avait la nécessité de faire une blow-up, littéralement, de l'élargir dans une fresque. Et ça était l'aide de le faire. Le clair-obscur étudiait de façon comment tombe la lumière dans un visage ou sur une figure. Ça, c'était à la base de tout dessiner. Et par exemple, Filippino Lippi a fait ça. Et il a utilisé le blanc pour arriver à ce qui ressort en draperie et en figure, en éclairage de la lumière. Il a exploré ça. Il y a en clair-obscur dans ce dessin. La diversité et la qualité des œuvres de cette exposition donnent l'occasion d'appréhender l'ensemble des fonctions et techniques du dessin de la Renaissance, période à laquelle cet art connaît un épanouissement sans précédent.